Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Sayer Seck, président du GAIPES, le regroupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, et par ailleurs président de la Ligue professionnelle de football. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, les différends entre le gouvernement et le GAIPES sur les licences de pêche, la gestion des ressources halieutiques, l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur, le football, l'éventualité d'une reprise anticipée de la Ligue 1 et de la Ligue 2, l'affaire StarTimes et beaucoup d'autres questions. Participez à l'émission via nos comptes Facebook et Twitter. Sayer Seck, président du GAIPES et président de la Ligue professionnelle de football, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM, la radio de toute l'actualité. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Une nouvelle page se tourne dans la gestion de l'épidémie de coronavirus au Sénégal avec l'état d'urgence qui est allégé alors qu'on est passé sous la barre des 4000 contaminations et que le nombre de morts s'approche de la cinquantaine. Bonjour Sayer Seck. Bonjour Babacar. Ça vous a surpris ces décisions du gouvernement sénégalais cette semaine? Écoutez, je m'attendais à ce que le président de la République prenne des mesures, mais moi je suis, en ce qui concerne ces mesures, comme un soldat discipliné. On est en guerre contre un virus, et dans chaque guerre, il y a un général qui dicte le là. Je pense que le chef de l'État est l'homme le plus informé de ce pays. Il a toutes les compétences autour de lui pour prendre les bonnes décisions pour le pays. Et ce que j'attends, à la fois de moi-même, mais de tous les Sénégalais, c'est qu'on puisse être discipliné et que les différentes mesures qui sont prises soient effectivement appliquées. Allègement donc des restrictions, mais pas de relâchement, préviennent les autorités sanitaires qui recommandent de toujours user des gestes barrières. Tout à fait. Et je crois que c'est là qu'est l'essentiel, que nous puissions effectivement prévenir, nous tous, en utilisant justement l'ensemble des gestes barrières. La généralisation du port du masque, la distanciation sociale, qui est la chose pour moi la plus difficile à observer, surtout dans les différentes cérémonies qui existent au Sénégal, mais auxquelles il faut que nous nous habituions de manière à pouvoir remporter cette guerre contre le coronavirus. Et l'impact du Covid-19 dans le secteur de la pêche? Important. Il est évident que c'est un secteur qui est un secteur exportateur. C'est le principal pourvoyeur de devises du pays. On en reparlera probablement dans le sujet sur la pêche. Et tous les marchés extérieurs, et notamment européens, étaient fermés. Et donc, on observe effectivement une baisse importante de nos ventes et de nos différentes exportations. Il y a un petit frémissement, une petite reprise qui s'amorce, mais il est évident que sur l'année 2020, l'impact du coronavirus sera important sur les économies de nos différentes entreprises. Alors, vous les évaluez déjà à combien ces pertes? Écoutez, moi je vais vous prendre juste l'exemple de mon entreprise. Sur un trimestre, on a aujourd'hui quasiment moins 3 milliards de chiffre d'affaires. Et donc à l'échelle d'une seule entreprise. Et donc si vous regardez à l'échelle de l'ensemble des différentes entreprises du pays, on devrait être à un chiffre 10 ou peut-être même 20 fois supérieur, et qui sait effectivement que ces pertes de recettes d'exportation, on n'attend pas sur 2020 effectivement qu'on puisse les rattraper. Donc ça va être des pertes qui sont des pertes substantielles. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je pense que l'essentiel au niveau du secteur de la pêche aurait été effectivement de voir ensemble comment éviter une cascade de faillites d'entreprises, ou en tout cas de récession.
plutôt que d'être dans une polémique sur des licences de pêche. Ouais, justement, pendant ce temps, l'autre sujet qui agite la mer, c'est justement ces licences de pêche à des bateaux étrangers. Vous euh, vous opposez à ce que le ministère des Pêches et de l'économie maritime attribue de nouvelles licences à des navires étrangers. Pourquoi vous vous opposez à cette... Mais la première raison, c'est que quand nous avons été saisis au mois d'avril pour nous réunir au niveau de la commission consultative d'attribution des licences, nous n'avons fait que demander à Monsieur le ministre, qui venait d'arriver et que nous avions déjà saisi sur un certain nombre de licences illégalement attribuées, que cette réunion, en attendant que la pandémie soit vaincue au Sénégal, en attendant qu'on puisse, autour de lui, puisque c'est notre ministre de tutelle vers lequel nous réclamons et sollicitons de la complicité pour pouvoir défendre les intérêts du secteur de la pêche, que nous puissions effectivement voir comment, avec le gouvernement du Sénégal, prendre toutes les mesures pour que le premier secteur des exportations ne soit pas trop brutalement impacté par le coronavirus. Et donc, nous avions demandé un report de l'examen de l'ensemble de ces différentes licences, de manière à ce que nous puissions également lui communiquer, parce qu'il vient d'arriver dans le secteur, l'ensemble des éléments qui étaient effectivement à notre disposition et qui faisaient que nous disions bien que entouré, le illégal. ministre, il y a un cabinet, il a toutes les informations, Oui, toutes les données. oui, non, mais tout à fait. Mais il nous est apparu que Monsieur le ministre, on ne lui avait pas également donné l'ensemble des informations. Et que des licences qui avaient été données, d'ailleurs, je pense que, à toute chose malheur est bon, bon, Monsieur le ministre nous en a voulu un peu parce que nous avons fait une lettre ouverte. Donc, je pense qu'on s'est arrêté plus sur la forme que sur le fond. Mais je pense que cette forme a quand même permis, puisque les 52 navires chinois qui avaient fait des demandes lors de cette commission consultative des pêches n'ont pas reçu de promesse de licence. Promesse de licence. On reviendra sur la promesse de licence, parce que la promesse de licence n'existe pas dans la loi sénégalaise. C'est une création. Or, on ne peut pas donner... On en a attribué sur la base justement de promesses il y a quelques années. Hein. C'est ça, mais ça n'existe pas. Et en réalité, on donne des promesses de licence où on fait statuer la commission consultative sur des promesses de licence qui n'existent pas dans le dispositif réglementaire et dans la loi, pour ensuite nous dire, bon, on avait donné une promesse, donc on donne la licence. Or, en fait, ce qui existe, c'est une demande d'autorisation d'achat et d'immatriculation de navires que tout Sénégalais qui veut immatriculer un navire dans le pavillon sénégalais doit obtenir avant d'immatriculer le navire. Mais immatriculer un navire ne veut pas dire tout de suite lui attribuer une licence, parce que l'attribution des licences dépend de l'état des ressources qui est indiqué par les chercheurs et par les experts de la pêche au Sénégal, et notamment le CROD. Il y a combien actuellement de bateaux étrangers qui battent pavillon au Sénégal et qui ont obtenu des licences de pêche, qui pêchent dans nos eaux? Le problème, c'est ça, parce que si nous nous réjouissons que le ministre n'ait pas donné les 52 licences, c'est qu'à aujourd'hui, il est même impossible pour nous, acteurs de la pêche, d'avoir juste le listing des licences, le listing des navires qui ont le pavillon sénégalais, les licences qui leur sont attribuées, avec le type de pêche et la date à laquelle c'est attribué. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Nous avons été même jusqu'à, par exploit d'huissier, demander cette information, qui devient à la limite un secret défense. On ne comprend pas pourquoi notre ministère ne veut pas effectivement donner ces listings. Mais ce que nous avons observé, L'ISRA vous a donné des infos. Vous aviez sollicité l'Institut Sénégal de recherche agricole sur un peu l'exploitation des différentes pêcheries. L'ISRA vous en a donné des infos. Oui, nous avons reçu du Centre de recherche océanographique une lettre du 27 mai qui fait un état des ressources sur lesquelles on a attribué aujourd'hui
57 licences, c'est-à-dire tous les navires qui ont été immatriculés de DAC 1286 à DAC 1344, et ça, ce sont nos déductions puisque nous sommes sur le port. Et quand un bateau est immatriculé, il reçoit un numéro DAC. Et les numéros se suivent. Et donc, quand la commission qui avait été mise en place par Aminata Mbengue Ndiaye a identifié le premier navire, c'était le DAC 1286. Aujourd'hui, on a des navires jusqu'à DAC 1344. Et donc, il y a 58 navires moins un, le DAC 1320 que nous connaissons. Tous ces autres navires sont des navires étrangers qui ont déjà été immatriculés, qui bénéficient de licences et qui pêchent aujourd'hui sur une pêcherie sur laquelle, le 27 mai, c'est extrêmement récent, le CROD a donné une évaluation état actuel des stocks halieutiques exploités dans la ZEE. Beaucoup de surexploitation. J'ai vu ce document-là. Sur les recherches pélagiques côtières, c'est-à-dire le Yaboé national et le Diaye, sur lesquels, sur les 52 licences qui étaient demandées, 14 visaient ce stock, la sardinelle surexploitée, sardinelle madeirensis surexploitée, le scomber pleinement exploité et le trachurus surexploité. Le Diaye et le Yaboé, tout est surexploité. Comment on peut envisager sur les stocks surexploités donner des navires? Maintenant, en ce qui concerne les ressources démersales profondes, et notamment option merlu noir, sur lesquelles les 57 licences qui pêchent actuellement ont été effectivement données, le CROD est clair, surexploité. Le groupe de travail recommande une diminution de 15% de l'effort de pêche et une diminution de la capture pour atteindre un niveau de capture soutenable. Ça, c'était avant. Mais vous vous en prenez beaucoup aux navires étrangers. Mais vous, GAIPES, groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, vous exercez une énorme pression sur la ressource. Avec 48 000 tonnes de capture par an, c'est beaucoup. Non, mais attends, 40 000 tonnes, c'est 9% de tous les débarquements du Sénégal. La pêche industrielle, la pêche sénégalaise... 48 000 tonnes de capture, ce n'est pas négligeable. Non, ce n'est pas négligeable. Mais je veux vous dire que la pêche sénégalaise débarque 500 000 tonnes par an. Et ça, depuis des décennies. Et sur ces 500 000 tonnes, la pêche industrielle débarque 40 000 tonnes, c'est-à-dire 9%. On ne peut pas dire, dans une politique, on va s'occuper des 9% et ne pas s'occuper effectivement des 90 ou 91%. Il y a 2 millions de personnes qui sont dans le secteur. Ceci dit, même si on peut accepter que la pêche industrielle exerce une pression sur la ressource, la solution, ce n'est pas d'augmenter le nombre de navires. La solution, c'est de s'asseoir avec la pêche industrielle pour voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre de manière à soulager cette ressource. Mais on ne peut pas dire... Nos 700 km de côte ne permettent pas ces prises-là. Ben écoutez... c'est pas proportionnel. Non, non. Parce que, vous savez, on est... Babacar, ce dont il faut se rappeler, c'est que depuis 1991, avec les Russes, en passant par 99, 2000, 2001 avec les Coréens, à nouveau les Russes dans les années 2000, 2005, 2006, 2010. Avec Khoureychi Thiam, ancien ministre de la Pêche. Tout à fait. Nous avons eu des politiques qui ont été des politiques d'État absolument catastrophiques pour la ressource sénégalaise. Et l'ensemble des différents armateurs et les industriels qu'on pointe du doigt, avec la recherche et l'État du Sénégal, se sont assis autour de la table pour prendre un certain nombre de mesures pour nous permettre de remembrer effectivement cette ressource. Et c'est là qu'on a pris l'arrêté de 2006, en ce qui concerne le gel des licences pour la pêche démersale côtière. C'est là qu'on a demandé qu'on ait des aires marines protégées. C'est là qu'on a décidé d'avoir un repos biologique. C'est là qu'on a... Justement, le ministère de la Pêche accuse le GAIPES, votre association, de toujours remettre en cause le repos biologique et la surpêche que les autorités combattent aussi en même temps. Vous savez, l'histoire est têtue, et les faits sont têtus. Ce repos biologique est une mesure qui a été proposée et acceptée par le GAIPES pour sa mise en œuvre.
Maintenant, quand on fait un repos biologique pendant 10 ans, il est normal que nous fassions une évaluation du repos biologique et l'impact du repos biologique sur la ressource. Mais cela fait des années que nous demandons à l'État que nous puissions effectivement nous asseoir de manière à voir quel est l'impact du repos biologique. Est-ce que les cibles et les objectifs que nous avions ont été bien calibrés et quels sont les résultats qu'on a eus, de manière à voir s'il faut réadapter, s'il faut réduire, s'il faut augmenter, mais que nous ayons des mesures qui soient des mesures scientifiques, de manière à ce que la mesure ne soit pas une mesure qui soit une sanction. Vous savez, ce qui est terrible dans ce secteur, c'est que moi je suis dans ce secteur depuis 42 ans. Babacar, je n'ai pas vu un ministre des Pêches depuis plus de 25 ans prendre une seule mesure qui permette d'alléger nos comptes d'exploitation. Et toutes les mesures qui sont prises sont des mesures sanctions, des bâtons qu'on exhibe au-dessus de nos têtes. Est-ce que c'est légitime aussi pour vous, GAIPES, de vouloir garder le monopole sur les ressources démersales côtières, par exemple? Il n'y a pas de monopole. Vous savez, on m'accuse dans ce débat d'être le propriétaire de la mer et d'avoir un monopole. Mais très honnêtement, j'aurais été très content de pouvoir l'avoir, mais je ne l'ai pas. En 2006, quand... Vous êtes dans 4 armements avec 24 navires, ça sec. Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, je pense qu'au Sénégal, on devrait m'en féliciter plutôt que de me désigner du doigt. Je suis un Sénégalais qui investit tout ce qu'il gagne dans ce secteur-là parce que je crois en mon pays et je veux faire des choses pour mon pays. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. La position qui aurait été la position la plus facile, c'est effectivement que l'argent que je gagne, je me le mette dans la poche et que je puisse effectivement aller en profiter. Mais j'investis parce que je crois à la construction de mon pays et je permets à des jeunes Sénégalais de pouvoir effectivement vivre leur vie normalement et gagner leur vie dignement. Et donc, je crois que ce n'est pas une tare d'investir et ce n'est pas une tare non plus d'avoir des navires. Je vous signale que sur les 24 navires dont on parle, les 19 appartiennent à la SOPACEN. La SOPACEN, en 2006, au moment où, président du groupement des armateurs, je défendais la promotion de la réduction de la pression sur la ressource avec un certain nombre de mesures, je n'étais pas propriétaire de la SOPACEN. J'ai racheté la SOPACEN en mars 2008. Et rachetant la SOPACEN, j'ai racheté évidemment 19 navires. Mais au moment où je l'ai racheté, cette société elle était en cessation de paiement. Et avec 500 personnes qui m'ont sollicité pour que je vienne dans l'armement. Avec 5 navires sur les 19 qui fonctionnaient à ce moment-là. Et donc, je pense que je devrais plutôt être félicité qu'aujourd'hui, ce soit effectivement 19 navires qui fonctionnent. Et sur ce que j'ai toujours fait, parce que je travaille depuis 1978, le 28 novembre 1978, et l'argent que j'ai gagné en salaire, l'argent que j'ai gagné avec mes différentes entreprises, j'ai continué à le réinvestir. Les autres navires, d'ailleurs on dit 24 navires, ce n'est pas 24 navires, c'est 23, parce que c'est 19 pour l'armement chalutier et 4 navires qui sont des tonniers. Ces tonniers, les 2 premiers, j'ai racheté des épaves de l'État du Sénégal, de l'ex-SOSAP, que j'ai ramené en Espagne pour les faire refaire de fond en comble. Et les crédits qui m'ont été accordés par la CBAO à l'époque et la SFI sont là. 2,5 milliards de crédits que j'ai remboursés jusqu'au dernier centime. Ensuite, j'ai perdu un navire qui est allé au fond, un naufrage, dans lequel j'ai perdu 8 de mes marins. J'en profite pour m'incliner devant leur mémoire. L'argent, 1,4 milliard qui m'a été payé par l'assurance, a permis de refaire 2 autres tonniers. Et c'est comme ça que j'ai évolué effectivement dans le secteur. Donc je n'ai aucune honte. Je n'ai pas très envie de parler de moi, mais ce débat a été un débat un peu personnalisé. Moi, je voudrais en profiter pour dire que je n'ai, à titre personnel, aucun problème avec M. le ministre Alioune Ndoye. Il a été nommé par le président de la République et il a tout le respect
que nous lui devons en tant qu'institution de la République en charge des pêches maritimes et de l'économie maritime. Et nous lui souhaitons une longue carrière gouvernementale. Le problème n'est pas un problème individuel, le problème est un problème de système. Et le système que nous avons décrié est que, même si on dit nous avons un monopole, au moment où on disait en 2006, il faut réduire la pression, il y avait 150 navires. Le monopole sera difficile à nier. Sur les pêcheries Non. côtières, Non, depuis 15 ans, on il n'existe pas. Sur les pêcheries côtières, depuis 15 ans, presque 15 ans, on n'a pas attribué de licence. Vous avez eu le temps de... Parce qu'il y a un arrêté qui a été pris pas par Sayersec, c'est le gouvernement de la République du Sénégal, sur la base des informations qui sont données par la recherche, qui a décidé d'un gel en ce qui concerne cette pêcherie. Mais dans cette pêcherie, on dira Sayersec a un monopole, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 93 navires qui pêchent dans cette pêcherie. Nous disons non seulement les 57 licences qui ont été accordées de manière illégale, mais elles ont été accordées sur une ressource qui ne peut pas les supporter. Nous avons signé un accord de pêche avec l'Union européenne sur le merlu. Et vous savez combien d'autorisations de pêche on a donné à l'Union européenne? 2. Parce que la recherche a considéré que le merlu était surexploité et que le potentiel de prélèvement annuel était de 3000 tonnes. Et on a continué à donner à 57 autres navires, qui sont des navires en réalité chinois. Ces mêmes navires, vous les retrouverez en Gambie. Je vous donnerai la liste ici des 12 navires. Il y en a beaucoup en Guinée-Bissau aussi. En Guinée-Bissau aussi, vous les retrouvez. Et là-bas, ils sont gambiens, ils sont bissau-guinéens. Et demain, j'irai les chercher pour leur promettre une licence au Sénégal, ils seront sénégalais. Et donc, on donne à 57 navires une licence de pêche démersale profonde, option merlu, sur une espèce dont le potentiel de prélèvement est de 3000 tonnes, pour lesquels on donne 2 navires à l'Union européenne, et le prélèvement de l'Union européenne est plafonné à 1750 tonnes. Donc, ça, c'est ce qui est profond. Maintenant, la pêche démersale côtière est une pêche dans laquelle, je vous disais, avant la mesure, il y avait 157 navires. Et ce qui se passe... Tout ça à l'assaut du Yaboy. Hein? Non, ça c'est pas le Yaboy. Le Yaboy, c'est le petit pélagique côtier. Ça, c'est vraiment tout ce qui est sole, poulpe, sèche, calamar, crevettes, etc. Et donc, là-dessus, où le sèche, on a vu une surexploitation aussi oui, très décriée. Tout à fait, mais c'est la raison pour laquelle on avait pris ces mesures-là en 2006 pour permettre à cette ressource de pouvoir effectivement se régénérer. Cette ressource se régénère, à quoi on assiste? On assiste à l'arrivée de 57 nouveaux navires à qui on donne des licences pour le merlu, mais en réalité qui tapent sur les petits pélagiques côtiers, parce qu'on voit ce qu'ils débarquent effectivement à Abidjan, qu'ils pêchent tout sauf du merlu. Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Parce que quand un navire dit « je pêche du merlu », le merlu se pêche à des profondeurs entre 600 et 2000 mètres. À 600 et 2000 mètres, on ne trouve pas de petit pélagique. Le petit pélagique est le poisson de surface qui se pêche entre 0 et 10 mètres. Et le démersal côtier, c'est jusqu'à 80 mètres. Donc, ces bateaux débarquent du petit pélagique côtier et de la démersale côtière. Et donc, pêchent en dehors de l'autorisation qui leur est donnée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit, mais on ne peut pas avoir fait des efforts pendant plus d'une décennie pour venir distribuer, notamment à des étrangers, qui pêchaient dans la sous-région, qui débarquaient au Sénégal, qui changeaient les cartons et qui mettaient le poisson sous origine sénégale pour le réexporter, ce qui a valu effectivement au Sénégal les foudres de la Côte d'Ivoire, qui a mis une taxe sur le produit sénégalais et qui a fait que pendant 4 mois ou 5 mois, le Sénégal n'a pas pu exporter de poisson à Abidjan. Ces bateaux, aujourd'hui, sont faussement sénégalisés de manière à pouvoir obtenir cette origine, mais pêchent tout sauf du merlu et ont obtenu leur licence de manière illégale parce que ces licences-là avaient été données sur une option qui n'existe pas dans la loi du Sénégal. Option
pêche démersale profonde, option céphalopode et poisson, ça n'existe pas dans la loi, c'est hors la loi, et c'est la raison pour laquelle Mme Aminata Mbengue Ndiaye avait mis en place une commission pour que cette commission voit les licences qui sont des licences qui ont été données en dehors de la loi de manière à ce qu'on puisse les retirer, et que malheureusement, M. le ministre a aujourd'hui régularisé sur une option qui est en surexploitation. Et donc c'est la raison pour laquelle vraiment, je pense que... Vous ne pouvez pas dire, vous, pêcheurs, vous de la pêche industrielle sénégalaise, que vous ne surexploitez pas non plus les ressources halieutiques. Des responsables du ministère ont pointé le GAIPES comme une association avec ses gros navires, ses nombreux et gros navires, empêche le Sénégalais de manger du poisson noble. Non, mais le tchof, par exemple. Non, mais... Le Sénégalais ne mange pas beaucoup parce que vous en prenez beaucoup. Non, c'est faux. C'est faux parce que, d'abord, je veux vous dire, et vous êtes un journaliste, faites les enquêtes. Le plus petit navire chinois est plus gros que le plus gros des navires du GAIPES. Vous m'avez bien entendu. Donc, on ne peut pas pointer le GAIPES avec effectivement ces gros navires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos navires sont quand même vieux de leur existence au Sénégal. Mais la troisième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir des opérateurs dans un pays qui investissent et que, aujourd'hui, qui sont effectivement vilipendés par leur propre tutelle. Je pense que quand des Sénégalais investissent, ils doivent effectivement être encouragés. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a joué notre rôle, qui est notre rôle d'alerte, qu'on doit effectivement être les gens qu'il faut effectivement flinguer et qu'on dise n'importe quoi. Vous savez, dès lors que la recherche dit la ressource est surexploitée, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit, à ce moment-là, on arrête de donner de nouvelles licences. On ne peut pas augmenter la pression sur la ressource. Mais ceux qui sont là sont déjà là et on a laissé, parce qu'on est passé, Babacar, de 150 navires dans la pêche démersale côtière, on est passé de 157 navires à 93 navires et maintenant à 87 navires. Et donc ça, c'est aussi le résultat des politiques qui sont des politiques catastrophiques d'octroi de licences à des navires étrangers qui sont effectivement venus pomper. Ceux qui ont surexploité, ce ne sont pas les navires sénégalais et les navires du GAIPES. Ceux qui ont surexploité, c'est sur la base de l'ensemble des autorisations qu'on a données aux Russes, qu'on a données aux Coréens, qu'on a redonnées aux Russes et que maintenant on donne aux Chinois. Et ça n'a rien à voir avec le tchof. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saher Seck, président du groupe Sopasen, avec les 23 navires, la quantité de tchof que je pêche par an ne dépasse pas 2 tonnes. Sur les 15 000 tonnes de poissons que je fais. Donc, c'est un faux procès. C'est vraiment faire un peu de populisme. Le tchof est pêché par la pêche artisanale. Et dire qu'on ne l'exporte pas, c'est priver la pêche artisanale de revenus parce que l'exportation permet effectivement aux pêcheurs artisans de vendre son tchof et le fruit de ses efforts avec des revenus qui sont des revenus suffisants. Si aujourd'hui, c'est un autre groupement industriel qui s'appelle l'UPAMES, qui sont les mareyeurs exportateurs, qui achètent ce poisson, qui en font du poisson frais et qui l'envoient tous les soirs par avion pour aller à Rungis. Ce qui a permis au tchof, quand je venais d'arriver dans la pêche, le kilo de tchof ne coûtait pas 1000 francs CFA, il ne coûtait même pas 500 francs CFA. Aujourd'hui, vous allez sur la plage pour acheter du tchof, vous l'achetez à ces braves pêcheurs à 3000 francs CFA. Et pourquoi le Sénégalais voudrait aujourd'hui, pour pouvoir manger effectivement du tchof à bon marché, priver le pêcheur de ses revenus? Faisons attention à ce qu'on dit. Et ça, on accuse le GAIPES, mais le GAIPES n'est pas... Il y a beaucoup d'accusations, vous parlez des pêcheurs artisanaux. On vous pointe sur le fait de
de les embarquer dans votre combat. Vous embarquez les acteurs de la pêche artisanale, les marailleurs, les femmes transformatrices de produits halieutiques, alors que forcément, ce ne sont pas les mêmes intérêts. Mais Babacar, c'est absolument les mêmes intérêts. Vous croyez que les 57 navires qui sont dans la pêcherie pêchent du merlu? Demandez-leur qu'ils vous ouvrent à leur débarquement les cartons et vous verrez qu'ils pêchent ce que la pêche artisanale doit pêcher. Quand ils exportent à Abidjan des centaines de milliers de tonnes, est-ce que c'est du merlu? Ce n'est pas du merlu qu'on exporte à Abidjan. C'est du petit pélagique côtier. C'est le yaboy, c'est le diaï. C'est ça que les gens pêchent. Mais vraiment, Babacar. Est-ce qu'on peut empêcher l'État sénégalais de diversifier ses ressources financières via l'exploitation de nos ressources halieutiques, donner des licences pour un État, pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il faut... Mais l'État ne gagne pas d'argent justement avec ce système. Permettez-moi de répondre en ce qui concerne le fait que nous embarquions la pêche artisanale. C'est vraiment faire très peu cas de la pêche artisanale et de la responsabilité des acteurs de la pêche artisanale que de penser que le GAIPES peut venir les traîner dans un combat qui n'est pas le leur. Non seulement c'est eux qui sont à la pointe du combat, et c'est eux presque qui nous traînent, mais vraiment, donnons-leur plus de respect que ce qu'on est en train de leur donner. Ce sont des gens qui sont des opérateurs, de gros opérateurs dans le secteur de la pêche. Depuis l'époque de Ndiol Samb, quand j'étais moi-même jeune industriel qui allait acheter du poisson, c'est des investisseurs qui sont des investisseurs colossaux avec des filets de pêche tournantes. Et donc, donnons-leur de la considération. C'est des gens qui savent exactement où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, et qui savent effectivement qu'est-ce qui est dans leur intérêt pour pouvoir vivre de leur métier et faire vivre leur famille. Donc, vraiment, donnons-leur un peu plus de considération que notre département est en train de leur donner aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure que l'État ne gagne pas d'argent dans la délivrance de licences de pêche à des bateaux étrangers. Non, parce qu'aujourd'hui, quand un bateau, on lui donne le pavillon sénégalais, il a effectivement une licence qu'il paye à hauteur du nombre de TJB et qui va coûter 6 ou 7 millions. Si l'État veut gagner de l'argent, et si l'État doit penser que d'un point de vue de sa géopolitique, ou s'ouvrir à la Chine en matière de pêche, mais l'État du Sénégal n'a qu'à signer un accord de pêche avec la Chine et demander une contrepartie financière importante à la Chine, des dizaines, voire des centaines de milliards, parce que quand le produit est rare, il devient cher, de manière à ce que cet argent-là aille au trésor et bénéficie à l'État du Sénégal. Et à ce moment-là, l'État du Sénégal déterminera avec les chercheurs le nombre de navires qui doit effectivement être accepté au Sénégal. Au lieu de dire, écoutez, Babacar Fall crée une société à 500 000 francs, on te met en rapport avec un Chinois qui vient te voir, tu te débrouilles pour présenter, avoir une promesse de licence, sénégaliser le navire, tu as 51% de la société, tu achètes avec 500 000 francs 51% de 10 navires chinois et ensuite on te donne une licence. Qu'est-ce que gagne l'État? C'est des deals. Et Babacar, très honnêtement, si nous ne pensions qu'à de l'argent. Il se dit aussi que parmi le bataillon de navires étrangers, il y en a qui sont des navires GAIPES aussi. Non, non, ça, vous savez, comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si nous n'étions mus que par l'argent, on a suffisamment de crédibilité pour faire venir ici 100 bateaux. Mais on ne mange pas de ce pain-là. En tout cas, moi, je me refuse effectivement de manger de ce pain-là et d'être parmi ceux qui, demain, parce que aujourd'hui, je vous l'ai dit, moi j'ai 66 ans, comme on dit en Wolof, son Bamel la Diakarlol. Donc, très honnêtement, je ne suis pas pour l'argent. J'ai suffisamment de connaissances et de crédibilité dans le secteur où je suis depuis 42 ans. Personne ne m'a jamais vu dans des deals qui sont des deals foireux. Et je me le refuse. Mais demain, ce que les gens font,
mais je suis plus à même de le faire. Et les autres armateurs aussi dans ce secteur. Le Sénégal a fait des efforts, a investi des milliards pour mettre en place une industrie de la pêche et une chaîne de froid, avec des fils du Sénégal qui sont des armateurs. Mais si même par extraordinaire, le CROD avait dit ça, c'est pas surexploité, et qu'il y a encore des prélèvements, mais je pense que la meilleure des politiques, si l'État du Sénégal ne décide pas de signer un accord de pêche, qu'on appelle les armateurs sénégalais pour leur dire, écoutez, il y a là un potentiel sur lequel il faut effectivement investir. Et si on est carent, à ce moment-là, on peut faire appel à des étrangers. Combien apportez-vous à l'État sénégalais en termes de rentrée de devises avec vos activités? Oui, vous savez, vous m'amenez sur un terrain sur lequel je suis tout à fait à l'aise. Aujourd'hui, nous avons un département de tutelle, un ministère, qui a attaqué frontalement ses administrés, les gens qui sont sous sa tutelle. Or, on est quand même le bras armé de l'exécution de la politique du ministère. Et aujourd'hui, on a sorti des industriels qui sont des industriels vertueux. Je les cite puisque c'est eux qui les ont cités. La FT2, qui fait 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est excellent, pour 300 millions de bénéfices. Et comme c'est une entreprise franche d'exportation, c'est 45 millions d'impôts sur les sociétés. Écoutez, moi je vais vous donner, juste pour le groupe Sopasen, sur les 5 dernières années. Votre groupe? Mon groupe. Sur les 5 dernières années, nous avons fait 86 milliards de chiffre d'affaires. Directement à l'État du Sénégal, nous avons payé plus de 7 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne les différentes redistributions, c'est-à-dire les salaires versés, les achats sur les plages, 23 milliards, quasiment 24 milliards. 23 milliards 924. Au total, sur les 5 dernières années, quasiment 32 milliards de francs CFA. FT2, la société vertueuse, qui fait 300 millions de bénéfices. Sur les 5 dernières années, l'impôt sur les sociétés que mon groupe a payé a toujours été supérieur à 300 millions de francs CFA. Je ne parle pas du bénéfice, je parle de l'impôt que nous avons payé à l'État du Sénégal. Et le dernier impôt que nous avons payé à l'État du Sénégal pour l'exercice 2019 s'élève à 527 millions de francs CFA. J'ajoute que depuis que je suis à la Sopasen, il n'y a pas une seule année, un seul exercice jusqu'en 2018, puisque les impôts ont quitté la Sopasen en octobre 2019, qui n'ait pas été sous revue de l'inspection fiscale. Tous nos exercices ont été sous revue fiscale. Et donc, en 2019, nous avons reçu à la Sopasen les impôts, nous avons reçu la douane pour vérifier que nos recettes d'exportation étaient rapatriées, qui ont été rapatriées jusqu'au dernier centime, et nous avons reçu également la direction du commerce intérieur. Et donc, vous savez, on connaît le système. Quand on joue son rôle d'alerte, il faut effectivement aussi être vertueux. Et moi, mon leitmotiv est clair. Tout ce qui est code du travail, code des impôts, code de la pêche, marine marchande, des douanes, respect total. Est-ce que tous les armateurs de votre organisation respectent toutes les réglementations? Mais toutes les réglementations, effectivement, ils essaient de les respecter et payent effectivement les impôts. Mais j'aimerais que, aujourd'hui, quand on me dit on a une société qui fait 30 milliards de francs CFA et qui fait 300 millions de bénéfices, ça veut dire 1% de bénéfices, 1%. Sopasen, cette année, on a fait 15 milliards de chiffre d'affaires pour à peu près 3 milliards de bénéfices. Ce qui fait un peu plus de, presque 20% de bénéfices. Le paradoxe... Alors, quand j'ai vu un des hauts cadres du ministère faire un écrit public, le directeur de cabinet, pour ne pas le nommer, pour dire les impôts devraient effectivement
venir à Sopasen. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les impôts venaient de quitter effectivement la Sopasen. Par contre, les entreprises qui font 1% de bénéfices avec 30 milliards de chiffre d'affaires, je pense effectivement que les impôts feront effectivement le travail parce que dans ce secteur, on sait... Ça ne ressemble pas... Vous avez décelé des zones d'ombre. Mais écoutez, je ne connais pas l'entreprise pour déceler des zones d'ombre. Seulement, je pense que quand on fait effectivement autant d'efforts pour faire autant de chiffre d'affaires pour avoir 1% de bénéfices, ça veut dire que l'entreprise, dès qu'il y a un moindre sursaut, est en déficit. Je crois que l'affaire n'est pas viable. Le paradoxe sénégalais, vous ne voulez pas que des bateaux étrangers obtiennent des licences au Sénégal. En même temps, les pêcheurs sénégalais, justement, le monde de la pêche artisanale rencontre des difficultés pour en obtenir des licences. Mais Babacar, en Mauritanie, par exemple. Tout à fait. Mais expliquez-moi, comment est-ce qu'il est possible que nous ayons une recherche qui dise que toutes nos ressources sur lesquelles on donne des autorisations sont surexploitées? Comment on peut prendre un arrêté depuis 2006 sous la surveillance de l'administration des pêches et de la recherche pour dire mais Sahersec, tu ne peux pas acheter un nouveau bateau sur le secteur de la pêche démersale côtière à n'importe quel Sénégalais? Comment on peut interdire aux piroguiers de faire des nouvelles pirogues et on permet à 57 bateaux chinois de venir pêcher dans notre pays, alors que tous les jours, on est en Mauritanie pour négocier de manière à ce que nos pêcheurs artisans puissent aller pêcher en Mauritanie? Mais comment est-ce que c'est possible? Parce que la ressource se raréfie. Mais si la ressource se raréfie, on commence par ne pas donner aux 57 autres bateaux et qu'on puisse effectivement travailler avec l'influence diplomatique et l'aura de notre chef de l'État pour pouvoir avoir des zones de pêche qui nous permettent effectivement de fructifier nos investissements. La dernière partie de cette émission, on y arrive, le football, un autre secteur où vous êtes en vue. On a déjà fini de la pêche, parce que la pêche, il y a beaucoup de choses à dire. Le foot et ses polémiques, ses problèmes, le foot à l'arrêt, la crise du coronavirus, éventualité de reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en novembre, à l'avant-dernière réunion du comité d'urgence de la Fédération de foot, dont vous êtes le premier vice-président, et vous êtes le président de la Ligue professionnelle de football, président de Djambar aussi. Alors, est-ce que... On ne va pas dire aussi que le football m'appartient. Alors, la reprise en novembre, l'anticipation, reprendre avant novembre, techniquement possible, parce que malgré l'allègement des restrictions dans la riposte contre le Covid-19, les rassemblements sont toujours interdits. Le ministère de l'Intérieur l'a précisé. Tout à fait, mais vraiment, je pense que dans ce débat, il faut simplement revenir à la sérénité, comme d'ailleurs dans le premier, et parler de manière objective. Dans le premier débat, je voulais quand même placer un dernier mot. Si on pense que ce qu'on dit n'est pas vrai, mais il y a des corps de contrôle de l'État. Les corps de contrôle, l'IGE, parce que nous avons saisi l'OFNAC. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Mais nous avons saisi l'OFNAC en 2019, en septembre 2019. Mais l'IGE peut venir... De quelle saisine, de quelle plainte s'agit-il auprès de l'OFNAC dans le secteur de la pêche? Pour les licences illégales qui ont été données en dehors des dispositions de la loi. Les options de pêche sur lesquelles on a attribué les licences n'existent dans aucun texte du Sénégal. Vous indexez qui? Omar Gueye, le prédécesseur d'Alioune Ndoye? À l'époque, c'est M. Omar Gueye qui les a donnés, et donc nous, on indexe le ministère. Le problème pour nous n'est pas un problème de personne. Nous, c'est un problème d'administration des pêches. C'est l'administration des pêches qui donne les licences. Les licences ont été données sur une option qui n'existe pas dans la loi, mais je pense que on ne peut pas se fonder sur sa propre turpitude pour fonder effectivement un droit qu'on régularise. Et donc, je pense que l'inspection générale d'État, et si ce qu'on dit n'est pas vrai, quand vous achetez 10 bateaux, on m'a fait querelle pour savoir si les bateaux coûtent 5 milliards, essayez de faire un devis sur un chantier, même chinois, d'un bateau de cette taille et pour cette option de pêche. Le bateau ne coûtera pas moins de 5 milliards de francs CFA. Quand vous en achetez 10, que vous estimez en être le propriétaire majoritaire, mais
Babacar, vous devez payer, non? À ce moment-là, l'IGE peut voir si effectivement le gars qui a créé une société, l'opérateur qui a créé une société à 500 000 francs, a les moyens effectivement de payer. Est-ce qu'il a payé? Parce que ça fait 1 an qu'il exerce. Est-ce qu'il a payé? Où sont les preuves bancaires? Etc. etc. Ce n'est pas à moi de le faire, mais l'IGE peut le faire pour voir qui est un prête-nom et un prête-nationalité et qui ne l'est pas. Et je pense que vraiment, nous appelons à ce que l'IGE vienne et regarde, y compris chez nous, ce qui est en train d'être fait. Le foot. Le foot. Je voudrais qu'on revienne à un peu plus de sérénité. Vous savez, j'ai dit à l'entame de notre entretien que nous sommes dans une guerre contre un virus. Et le football ne vaut pas qu'il y ait un seul malade. Le football a très tôt dit, on s'en remet aux décisions qui sont prises par les autorités étatiques et sanitaires. Et aujourd'hui, le seul indicateur que nous ayons eu en ce qui concerne les dates, c'est l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a parlé effectivement du mois de septembre. Les calculs sont simples en matière de football. Quand on finit en septembre, alors qu'on s'est arrêté depuis le 14 mars, ça fait quasiment 6 mois d'arrêt. On ne peut pas demander aux joueurs de reprendre un championnat sans avoir une préparation foncière qui est de 6 semaines. Reprenons le 1er octobre, 6 semaines, ça nous amène au 15 novembre. Il reste pour le championnat professionnel 13 journées à jouer et pour le championnat amateur 14, c'est-à-dire ils ont joué 8 sur 22. On a abandonné ce schéma-là. On est en play-off, play-down. Non, mais tout à fait. Je veux vous expliquer pourquoi on est arrivé au play-off, play-down. Mais même si on comprime, et au lieu de prendre 13 semaines, on prend 10 semaines pour pouvoir jouer ces compétitions, on est fin janvier. Vous faites un arrêt de 4 semaines, 2 semaines de repos pour les joueurs, 2 semaines de reprise, on démarrerait le 1er mars. On est dans une année 2021 de Coupe d'Afrique qui ne se jouera pas, probablement pas en février et janvier, mais plutôt en juin et juillet. Mais comment entre mars et juin on peut refaire un deuxième championnat? Et c'est la raison pour laquelle, devant cette difficulté, on a réfléchi de manière à imaginer une solution qui nous permette que le terrain soit celui qui dicte qui est champion, qui n'est pas champion, qui doit descendre, qui ne doit pas descendre. Au lieu que ce soit des décisions administratives où des gens s'enferment dans un bureau pour décider de qui sera champion et qui va descendre et qui ne va pas descendre. Parce qu'il n'y a pas de solution juste. Si en Ligue 1, Teungueth est largement devant, avec 12 points d'avance, avec son poursuivant, une phase absolument exceptionnelle, vous prenez la Ligue 2, entre le premier et le deuxième, il y a 6 points. Entre le deuxième et le huitième, il y a 5 points. Entre le deuxième et le troisième, ils sont ex-aequo. Le deuxième a quelques buts de plus que le troisième. Et le quatrième et le cinquième sont à 1 point du deuxième. Mais vous allez en national. Vous avez une poule où, entre le premier et le dernier, il y a 6 points. Et à ce moment-là, on doit décider simplement, après la phase aller ou avant la fin de la phase aller, que ceux qui sont devant doivent monter et ceux qui sont derrière doivent descendre. Vous voulez dire quoi, en fin de compte? Ce qu'on veut dire, c'est que toute solution sur le terrain est meilleure qu'une solution qui soit une solution administrative. Parce que quand on gère un problème, il faut effectivement savoir faire abstraction de ses intérêts personnels de manière à avoir l'intérêt général. Vous n'êtes pas un militant de la reprise anticipée avant novembre? Mais écoutez, si on peut, oui, pourquoi pas. Mais ça, c'est Augustin Senghor, il évoque déjà la possibilité de jouer à huis clos. Tout à fait. Mais même si on doit jouer à huis clos, il faut que le terrain soit celui qui arbitre. Acte football, terrain. Et ce qu'on a dit, c'est que ce sont les autorités qui nous dictent le là. Si les autorités nous disent qu'avant septembre, par exemple à fin août, on peut effectivement commencer, même si c'est à huis clos, à ce moment-là, on gagne 4 semaines. Et à ce moment-là, au lieu d'aller en play-off, ces 4 semaines nous permettent effectivement de jouer la totalité. De terminer le championnat. De dérouler le championnat. Avec le schéma classique. C'est ça. Ouais. Retour.
jouer tous les matchs retour, les La 13 Ligue, matchs. la Ligue Pro que vous dirigez, ses problèmes financiers, Ah oui, quand oui. c'est la fédération qui finance le championnat à 100%, Écoutez, ça euh, fait plus de 3 ans qu'on est dans des difficultés financières. le fiasco de la professionnalisation du football, on peut dire. Mais écoutez, appelez-le comme ça si vous le voulez. Euh, le football professionnel est un pari tenté par des hommes qui ont été des hommes audacieux, qui ont effectivement mis de leur argent et de leur énergie pour faire naître un football professionnel au Sénégal. Je pense que, comme tout à l'heure dans la pêche, ces hommes ne méritent pas d'être pointés du doigt, mais méritent d'être encouragés et soutenus. L'affaire Star Et c'est Times, le sponsor chinois, décidément, vous avez beaucoup d'histoires. Justement, vous empêchez les bateaux chinois d'obtenir des licences oui, de pêche, mais vous avez un sponsor chinois, oui, opérateur de télévision, tout à fait. qui malheureusement ne peut pas... Mais c'est la raison pour laquelle personne ne peut me soupçonner de stigmatiser une nation. Dans la pêche, il y a une dame qui est chinoise qui s'appelle Madame Li, qui est là-bas à Diamniadio, qui a investi, qui emploie des centaines de Sénégalais. Mais vous nous avez entendu dire quelque chose? Jamais. Si j'avais quelque chose contre la Chine, je ne serais pas aujourd'hui en train effectivement de parler effectivement de Star Times. Mais cette affaire de Star Times et les difficultés récurrentes du football professionnel au Sénégal me donnent, avec votre permission, la tribune vraiment d'appeler Monsieur le Président de la République. Je pense qu'il faut qu'il me reçoive. Vous avez déjà reçu avant la présidentielle? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il y a d'ailleurs certainement toujours une volonté, un souhait de soutenir ce secteur, qui est un secteur d'emploi des jeunes. Ce n'est plus du loisir. Vous savez, dans le football, il faut qu'au Sénégal... À la Ligue, vous tournez en rond côté financier. Oui. Vous mettez personnellement de l'argent pour que les choses fonctionnent. Après, quand il y a des rentrées, vous récupérez votre argent. Écoutez, c'est normal. Je veux dire, je n'offre pas de l'argent. Je suis une solution, j'apporte des solutions. Mais les solutions, je les apporte de manière transitoire, de manière à ce qu'on puisse avoir la capacité de supporter et de passer du temps qui nous permettent de travailler pour avoir des solutions pérennes. La Ligue doit de l'argent à des clubs qui ont gagné des titres. Génération Foot, Jaraaf. Oui, mais ça, la fédération s'est engagée effectivement à payer et je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera payé. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir aujourd'hui quelqu'un en ce qui concerne les droits de télévision. Nous avons des emplois, près de 2000 emplois de jeunes Sénégalais. Ils sont patients, ces Chinois, ils ne vont pas partir puisque... Écoutez, pour le moment, ils sont encore ici et en souhait de pouvoir effectivement commencer ce partenariat avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République, qui a honnêtement, je suis même un peu gêné d'en parler en ces temps de Covid, ou en ces temps où effectivement on soutient des familles sénégalaises qui ont des problèmes, mais dans ces familles sénégalaises qui ont des problèmes, les familles des footballeurs qui sont dans nos clubs en font partie, parce que ces jeunes sont des pères de famille, sont également des soutiens de famille. Et vraiment, ce que je souhaite, c'est que le président de la République nous reçoive et nous donne un coup de main. Nous ne demandons pas une aide qui soit une aide structurelle dans le temps, mais nous avons besoin d'un coup de fouet qui permette effectivement de pérenniser une initiative qui est une initiative née de la force, de la sueur, de l'investissement de Sénégalais qui sont épris de sport, de football. Et le sport et le football apportent beaucoup plus que ce qu'on croit d'un point de vue de l'aura du pays en matière diplomatique, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de l'équilibre des jeunes, mais d'un point de vue économique. Babacar, le ballon de football, ça fait longtemps qu'il a mué d'objet de loisir, d'objet de communion, en un objet de promotion socio-économique. Et ça, il faut qu'on se le tienne pour dit au Sénégal et qu'on sache qu'il y a un secteur industriel là qui est digne d'être soutenu parce qu'il peut demain apporter beaucoup à notre pays. Merci Saher Seck d'être passé devant
le grand jury d'RFM. Vous êtes le président de la Ligue professionnelle de football du Sénégal, également président du GAIPES, le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, secteur dont nous avons beaucoup parlé dans cette émission. Merci à tous, restez avec nous, bonne fin de semaine. Merci, à dimanche pour un autre numéro du grand jury sur Radio Futur Média. mi te kan hamrai